Loïc Chéniaud revient avec un nouveau livre, une nouvelle coupe de cheveux et des idées pas très nouvelles. Invité chez TV Liberté, la web TV créée par un ancien militant du Rassemblement national et un ancien dirigeant du Bloc identitaire. Oui, messieurs, dames. Si vous ne savez pas qui est Loïc Chéniaud, je vais tout de suite appeler mon camarade Padu pour vous faire une rapide présentation, car figurez-vous que pour les gens qui sont, on va dire, assez nouveaux sur la chaîne, Loïc Chéniaud a été de manière récurrente un des sujets préférés de mon cher camarade Padu, qui a fait de nombreux contenus sur sa pensée, un homme qui, on va dire, se présente comme venant également du marxisme, à la tête d'un institut qui s'appelle l'Institut Homme Total, et qui a été littéralement tué en plein vol par Padu, ici présent. Salut Padu, est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se refasse du Chéniaud? J'ai envie qu'on revienne vers les fondamentaux. Moi, je suis très 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 chaud pour ça. Salut à tous, je suis chaud pour parler de Chéniaud parce que ça a été un sujet et même un combat à un moment sur cette chaîne, sur ma chaîne personnelle aussi, où il y a une très bonne vidéo que je vous invite à aller voir sur Loïc Chéniaud. Fait-il partie du lumpenprolétariat en feat avec Antoine Goya? On en avait pu en parler notamment parce qu'à une époque, il y avait presque une association entre le marxisme et le fait d'être une espèce de rouge-brun réac et tout ça. Et donc le fait de critiquer Chéniaud, ça nous a permis aussi de critiquer cette aile du marxisme qui utilisait le marxisme comme un antilibéralisme, qui permettait de dire voilà, nous on n'aime pas les woke, machin et tout, parce que Marx l'a dit, blablabla. Et Chéniaud, c'était vraiment ça. Et on a pu montrer un peu l'imposture du gars. Bon, déjà qu'il y a un gars qui a toujours plus ou moins cherché le pouvoir, d'être un peu gourou à la fois. Il avait fait sa propre naturopathie, sa propre psychanalyse. Il avait fait un truc aussi à un moment donné où il était passé chez Asselineau pour essayer de prendre le pouvoir, ça avait foiré. Il était passé au PRCF pour essayer de prendre le pouvoir, ça avait foiré aussi. Enfin voilà. Partout où il est passé, il a essayé de gouroutiser le truc et ça a foiré. Et du coup, il s'est retrouvé à créer lui-même une propre asso bidon qui s'appelle l'Institut Humanisme Total aujourd'hui, qui s'appelait avant l'Institut Homme Total. On avait déjà reçu sur la chaîne un rescapé de cet institut qui nous expliquait comment ça se passait là-bas. C'était vraiment complètement dingue et complètement sectaire, on va dire. Et aujourd'hui, bon, ce truc est un peu mort et il continue à essayer de publier des livres et de vivoter comme ça sur une espèce de petite hype qu'il a chez des droitards parce qu'il leur permet de dire ah bah regardez, on a invité un gars de gauche et lui aussi il déteste les woke et les arabes, quoi. C'est un peu ça le truc. Et donc du coup on va regarder le retour de Chéniaud parce qu'on pensait qu'il avait disparu de la circulation depuis environ 2 ans, 2-3 ans, il faisait plus rien. Depuis que nous, on avait fait des vidéos pour montrer que c'était une imposture, et là, il revient. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il a à nous dire sur TV Liberté. Oui, une web TV particulièrement neutre et apolitique, n'est-ce pas? Tout à Bloc fait. identitaire et Rassemblement et Front National, hein, je vous le rappelle. Et donc là, figure-toi, mon cher Padu, qu'il vient présenter un bouquin. Mais alors vraiment, c'est pour ça que cette vidéo est faite pour toi. Alors je vous préviens, Padu n'a pas vu la vidéo, c'est moi qui l'ai vue pour lui et qui ai sélectionné les extraits. Parce que Loïc Chéniaud vient nous présenter un bouquin tiré de sa thèse sur Michel Clouscar. Et alors Michel Clouscar, les gars, autant vous dire, alors moi, je vais partir d'emblée et du coup la discussion va être intéressante. Moi je connais très mal Clouscar, j'en ai très peu lu. Par contre, Padu, en horrible rouge-brun qu'il a été dans sa jeunesse, connaît bien Clouscar et je pense que tu en as une lecture, on va dire, bien moins réactionnaire que celle de Chéniaud. Donc ça va être trop intéressant, vraiment. Let's go, c'est parti quoi. Bah, moi, Clouscar, j'ai fait un mémoire dessus. Mon premier mémoire de philosophie était sur Michel Clouscar. Clouscar, même, m'a dérouge-brunisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que moi, je me suis intéressé à Clouscar un peu en rouge-brun, tu vois, un peu en mode anti-justement libertaire, machin et tout. J'avais déjà lu Michéa et tout ça. Et quand j'ai lu Clouscar, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, Clouscar. Je me suis rendu compte que c'était une critique communiste d'un certain moment de l'histoire où certaines personnes font passer justement un aspect un peu libertaire pour faire passer la pilule de la lutte contre l'Union soviétique, de la guerre froide, de la lutte aussi contre certaines populations qui peuvent être des prolos, qui peuvent être parfois aujourd'hui des immigrés aussi, tu vois, en disant, par exemple, typiquement, Michel Clouscar aurait une critique de ce faux progressisme libertaire, de dire, ah bah une femme, elle doit pouvoir ne pas mettre le voile, machin, tu vois. Aujourd'hui, il n'a pas vécu, si tu veux, pour faire cette critique, mais la critique qu'il porte dans les années 70, de dire que certaines critiques libertaires de mœurs permettent de dominer du prolo blanc, rural et tout, aujourd'hui, elle pourrait très bien s'adapter à une critique qui va être orientée vers des populations qu'on va considérer comme moins libertaires, par exemple les musulmans, tu vois. Et typiquement, moi, j'ai lu Clouscar dans son époque en essayant de comprendre ce qu'il essayait de faire, et je pense que c'est beaucoup moins réactionnaire que ceux qui l'utilisent aujourd'hui de manière un peu anachronique pour essayer de le rendre réactionnaire. J'ai quasiment tout lu de l'auteur, et il
m'a aussi permis de lire d'autres personnes. C'est grâce à Kluskar que j'ai lu Kant, par exemple. Parce que quand j'ai commencé à lire Kluskar, je me suis rendu compte que je captais rien à ce qu'il racontait, notamment dans L'être et le code, sa thèse. Et en fait, on peut pas comprendre L'être et le code si on n'a pas déjà une culture philosophique. Et donc, il faut lire Kant, il faut lire Husserl, il faut lire Sartre, il faut lire des gens comme ça si on veut pouvoir comprendre avec qui il est en train de dialoguer. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup enrichi pour ça, tant pour ce qu'il dit que pour les auteurs qui mobilisent et qu'il m'a fait lire, on va dire. Donc, moi, j'ai une grosse dette envers Michel Kluskar. Et je pense que je vais peut-être pouvoir le défendre aujourd'hui face à Chéniaud quand fait une utilisation politique qui ne serait pas revendiquée par Kluskar, je pense. C'est ça. Et donc cette interview, elle fait un peu plus d'une vingtaine de minutes, 25-30 minutes, je crois. Alors j'ai été obligée de sélectionner, mon cher Padu, parce qu'il y avait plein de trucs sur lesquels je voulais te faire réagir. On va commencer le premier, mais je te dis, avant, donc on commence vers 8 minutes, mais avant, il y a quand même un moment où l'intervieweur de TV Liberté dit « Oui, Kluskar se réclame du marxisme, vous aussi, Loïc Chéniaud, mais c'est quand même très grave parce que ça a donné Lénine avec des milliards de millions de milliards de morts. » Et Chéniaud le reprend même pas là-dessus, c'est une dinguerie. Donc voilà, on est vraiment à Facholand. Loïc Chéniaud vient parler de Kluskar et de Marx chez les fachos, en ne leur rentrant pas dedans, c'est assez consternant. Kluskar, et donc qui en là, plus est quelqu'un qui mobilise Lénine, qui est tout à fait pro-révolution d'octobre, tu vois. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui est critique du stalinisme, hein, Kluskar, mais c'est pas quelqu'un qui est anti-bolchevique, loin de là. Donc, c'est pas être en accord avec Kluskar de critiquer Lénine, tu vois. alors tu vas voir, en fait, Chéniaud, tu vois, a cette intelligence de pas rentrer dans tu vas rentrer dans l'art de Lénine frontalement, mais il ne reprend pas le gars. C'est-à-dire que il fait partie de ces gens, et tu sais, souvent, nous, ça nous vaut l'accusation de Stahl, hein, pas mal. C'est qu'on choisisse, nous, militants communistes du 21e siècle, de ne pas baisser les yeux sur l'héritage historique du communisme du 20e siècle, tu vois. Et de dire que on refuse, en fait, d'en avoir la lecture qui nous a été imposée, et particulièrement nous, en France, tu vois, enfin, moi qui suis née début des années 90 et tout, à quel point ça a été vraiment rabâché dans mes cours d'histoire, etc., que vraiment il y avait les totalitarismes, c'est-à-dire les expériences communistes et le nazisme quasiment à égalité, en fait, hein, en termes de brutalité, de conséquences historiques, etc. Et donc nous, on fait partie clairement de nombreux militants qui refusent de baisser les yeux sur l'histoire du XXe siècle. Et en fait, Loïc Chéniaud, il fait partie des gens qui font les serpillères, hein, tout en se disant marxiste. C'est-à-dire que quand des mecs leur sortent des dingueries comme ça, ils vont pas se battre. Il baisse les yeux, alors il dit pas oui, vous avez raison monsieur, c'est vraiment terrible, mais en tout cas il le reprend pas, et derrière lui il tente un espèce de relativisme en disant oui mais le néolibéralisme aussi il a fait des millions de milliards de morts, t'as envie de dire, bon bref. Voilà, mais bon, en tout cas, là tu vas voir, il va sur le premier timecode, il va nous raconter un peu des Attends, histoires. je t'arrête, parce que j'ai l'impression pardon. que tu passes au-delà de quelque chose. Moi j'aimerais déjà commencer la miniature, parce que faut quand même se rendre compte que le gars n'est pas là pendant 3 ans et il revient avec la coupe d'Himmler. C'est quand même étonnant, Oui. tu vois. Et il y a déjà quand même, sur le plan, tu vois, de l'analyse psychanalytico-esthétique, il veut nous dire quelque chose, le mec, en revenant comme ça, c'est étonnant. Il revient sur Télévisée Liberté avec une miniature avec marqué drogue, porno, Uber, ils ont tué la France, et il a une coupe avec une espèce d'undercut chelou et tout, c'est n'importe quoi. Oui, on est vraiment sur, écoute, on va dire que c'est une coupe de cheveux qui suit son évolution idéologique au cours des années, je pense. Ah bah oui, on rappelle qu'à un moment donné, attends, on va le trouver. À un moment donné, il avait cette coupe de cheveux là. Alors moi, Donc je croyais on voit que c'était les cheveux ont Tulio. raccourci en même temps que la Oui. tolérance à l'immigration a raccourci, tu vois. C'est ça. Le temps s'est chargé de lui couper les cheveux, comme disaient les réacs des années 70. Alors, du coup, on va regarder ton extrait à partir de 11 minutes 05, c'est ça? Et donc là, justement, en fait, tu vas voir, il va nous présenter la thèse de Kluskar, notamment sur le libéralisme libertaire, etc. Et on va voir si toi, t'en as la même lecture et comment s'articule tout ça. Parce que moi, j'ai des questions à poser sur ce que dit Chéniaud. Est-ce que c'est vraiment ce qu'a dit Kluskar? Et j'ai notamment des questions à poser sur un angle féministe, particulièrement. Eh ben, vas-y, let's go. Je mets le bon forme La d'écran. dégaine, la dégaine est folle. Hein. Excellente, putain. Je suis... C'est vraiment excellent. Alors il met aussi en exergue cette droite du profit, cette gauche des loisirs qu'on nous présente comme antagoniste et qu'il justement révèle comme s'emboîtant parfaitement pour former un tout. Et lui, il parle ici dans ce libéralisme libertaire de néofascisme. Putain, on est en 1972, déjà il te parle d'un truc et t'as l'impression que c'est actuel, on est en 1972 quand il parle, c'est n'importe quoi.
Alors effectivement, un néofascisme au sens où précisément la manière dont le capitalisme va dorénavant régner à partir de la séquence qu'il est en train de décrire, et notamment en gros disons à partir de mai 68 pour aller vite, va s'établir sous un aspect nouveau qui est celui qui annonce qu'il faut profiter, vivre pleinement, etc. C'est-à-dire qu'on a un nouveau système d'intégration. Encore une fois, la libération sexuelle est au cœur de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut profiter. Mais en réalité, ce que dit Kluskar, selon la formule célèbre qui lui est prêtée et qui est extraite justement de néofascisme et idéologie du désir, tout est permis mais rien n'est possible. C'est-à-dire qu'en réalité, on nous dit que tout va être permis et qu'on va pouvoir avoir la vie dont on rêvait, mais en réalité, tout n'est pas possible parce que la liberté sexuelle, c'est une chose, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas la question, nous dit Kluskar, encore une fois, il n'est pas sur ce terrain-là. Ce qu'il dit en réalité, c'est que c'est une idéologie qui se prétend de gauche, mais d'abord et avant tout petite bourgeoise, au sens où pour pouvoir bénéficier de cette liberté sexuelle, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut un réseau, et que c'est pas Ouais, c'est toujours long hein, ce qu'il raconte. Ouais. Beaucoup de reformulations. Et il dit que Kluskar se place pas. Kluskar même se place. Hein, il dit quand même que c'est plutôt bien, mais que le fait de le présenter comme étant révolutionnaire est toujours un peu une douille parce qu'en réalité, il y a un moment donné, c'est un peu comme touche pas à mon pote. C'est un peu, on dit regardez, il y a de l'antiracisme et puis à côté on fait de l'impérialisme et tout. Et lui, il est toujours dans ce rappel du fait que quand on te présente des avancées sur le plan, par exemple, de la liberté sexuelle, faut pas comme certains, par exemple comme un gars comme Herbert Marcuse, tu vois, de commencer à penser que la classe ouvrière a trahi, et puis aujourd'hui on a des nouvelles classes qui demandent des nouvelles, comment ça s'appelle, des nouvelles révolutions, on va dire, qui ne sont plus du même ordre qu'avant, et que ça pourrait remplacer, si tu veux, une dynamique de renversement du capitalisme, quoi. Je l'explique un peu mal, tu vois, mais c'est la critique, elle est un peu à ce niveau-là, tu vois, de dire regardez, on n'a touche pas à mon pote, du coup on n'a pas besoin de faire la révolution, tu vois. C'est toujours Kluskar va avoir un aspect de rappeler que derrière des avancées sociales, il y a de la domination, parfois impérialiste. Il parle, il utilise des termes psychanalytiques lacaniens. Il parle de forclusion du producteur. Tu vois. Il dit le producteur est forclus, c'est-à-dire que le producteur, il est, tu sais, on le voit pas. Il est là, en fait. Bah ouais, le producteur, il est parfois dans le tiers-monde, parfois il est dans une usine au fin fond de la France. On sait pas où il est. Il est totalement oublié. C'est lui qui n'a pas forcément accès à des productions qu'on est en train de mettre en avant comme étant des consommations qui, maintenant qu'elles sont possibles, seraient libératrices en tant que telles. Et lui, il a toujours cet aspect de rappeler la lutte des classes. Tu vois. Ça peut être critiquable, hein, mais c'est plus ça la critique que de ne pas se placer. C'est pas Kluskar n'est pas quelqu'un qui va non plus être une sorte d'amoraliste. Tu vois. C'est pas. Parce que là, tu vois, dans la critique qu'il présente de Kluskar de la liberté sexuelle, il dit voilà, en fait, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut machin. Jamais il dit faut être un mec. Tu vois. Ça, je pense, c'est un biais même de l'œuvre de Kluskar. Hein. Kluskar n'est pas un auteur féministe. C'est pour ça que je vais te poser la question. Kluskar, dans mes souvenirs, hein, je connais pas non plus. Enfin, j'ai lu ça il y a 5 ou 6 ans, tu vois. Je pense quand même qu'il a un inconscient un peu patriarcal, tu vois. Comme un mec de son temps aussi. C'est un gars qui est né en 1926, je crois, tu vois. Mais c'est pas quelqu'un qui est spécialiste de ces sujets-là et qui va quand même interpréter les choses par rapport à une vision un peu patriarcale de la famille. Encore une fois, c'est toujours le problème de Kluskar, c'est que il va dire avant les femmes étaient des mères et maintenant c'est des femmes dans la libération sexuelle, machin. Il va dire c'est pas forcément un mal, mais il va pas en tirer grand chose, il va pas faire l'analyse inverse de ce que c'est du point de vue de la femme de pouvoir avoir le choix, tu vois. C'est vraiment pas un auteur qui est là-dessus, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc, mais tu vas voir, on va le laisser continuer sa phrase parce que tu vas voir qu'après, il parle un peu de la structure de la famille et notamment de la famille prolétaire par rapport à la famille bourgeoise. Et moi, je me pose même des questions sur la véracité historique de ce que Chéniaud raconte, quoi. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça qu'il faut lire des auteurs différents, essayer de les critiquer, essayer aussi de voir à quel point était possible certaines critiques ou non. Quand tu lis un auteur, moi, le deuxième mémoire que j'ai fait, je l'ai fait sur Train Duc Tao, tu vois. La question de la femme chez Train Duc Tao, elle est inexistante, tu vois, genre c'est vraiment pas sa question, tu vois. Et donc être l'homme d'un seul auteur comme Chéniaud, essayer de tout tirer d'un auteur, c'est un peu débile, tu vois, parce que Train Duc Tao, c'est un grand auteur anticolonial, tu vois. C'est un grand auteur à la limite sur tout ce qui est anthropologie, psychologie, c'est pas un auteur du féminisme, tu vois, et c'est pas grave, tu vois, c'est pas un auteur antiféministe pour autant, tu vois. Le problème, c'est que quand tu es, et ce sont souvent les gens, c'est j'ai fait un doctorat ou j'ai fait un mémoire sur un auteur, du coup je ne parle que de cet auteur et j'interprète tout par rapport à cet auteur, bah, des fois c'est un peu limité parce qu'il faut essayer d'actualiser par rapport aux problématiques qui se trouvent dans la société actuelle, par rapport aux sujets collectifs émergents. C'est vrai que bon, quand t'es une femme ou un homme colonisé vietnamien sous le régime français, enfin d'Indochine, bah, c'est vrai que la question féministe c'est pas la contradiction principale, tu vois.
à l'époque. Et donc, du coup, c'est pas la question qui intéresse les intellectuels de l'époque, tu vois. Peut-être que 30 ans après, ça aurait pas été pareil, tu vois. Mais quand t'es sous les bombes américaines, c'est vrai que la question féministe, c'est la question qui passe un peu à la trappe, mais tout comme la question de classe passe à la trappe, tu vois. La question de classe, elle est pas primordiale quand t'es en train de prendre des bombes sur la gueule, tu vois, et qu'on t'explique que t'es un peu un sous-homme parce que t'es un Vietnamien. Totalement. Par contre, quand t'écris sur la liberté sexuelle dans les années 60, en 72, la question des femmes, elle est quand même vachement plus difficile à invisibiliser. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est oui, quand oui. même Bah, de toute façon, c'est central de fou. C'est la critique qu'ont fait beaucoup de féministes aux marxistes à l'époque, tu vois. Ah bah, Delphi normal. et tout ça, tu vois. C'est qu'elles soient arrivées dans un... Non, mais le Parti communiste était un parti qui était avec des intellectuels, qui étaient surtout des hommes, et qui n'avaient pas une grande connaissance de ces questions-là. Et en plus de ça, il y a un peu un biais, on va dire... chez Kluskar, c'est qu'il est autant hegelien que marxiste, tu vois, et que Bruegel, c'est pas non plus le plus grand des féministes du monde, tu vois. Et je pense que ça l'aide pas non plus, on va dire. Je pense que tu vois quelqu'un comme Lucien Sèvres est sûrement un peu plus féministe que Kluskar. Même s'il en parle pas particulièrement, il en parle un peu, tu vois. Et il va, étant donné qu'il analyse pas particulièrement la liberté sexuelle aussi, on peut moins lui reprocher parce que Sèvres, il parle du développement de la personnalité, qui peut être lié à la féminité, tu vois. Mais la liberté sexuelle, c'est vrai que c'est une question où évidemment il y a du patriarcat qui se joue dedans, tu vois. L'ouvrier qui est en train de faire les 3-8 et qui peut-être finalement a été... En fait, la question de la liberté sexuelle chez Kluskar, c'est une question qui est interprétée uniquement par rapport à la lutte des classes, tu vois. C'est-à-dire qu'il va montrer comment ça s'inscrit dans un agenda de prise de pouvoir des classes moyennes, de mise en avant par l'industrie américaine, de choses comme ça, tu vois, ce qui est pas faux. Mais il va pas l'interpréter par rapport à des luttes féministes, tu vois. C'est pour ça qu'il faudrait le compléter, tu vois, d'autres choses, parce que ce qu'il dit, c'est pas faux, mais c'est super partiel, on va dire. Et tu vas voir là, vas-y, laisse-le signer sur la famille et tout. Chez Nio, c'est très androcentré. L'ouvrier, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut un réseau, et que c'est pas l'ouvrier qui est en train de faire les 3-8 et qui peut-être finalement a été contraint de se marier parce qu'il avait mis enceinte la personne avec laquelle il vivait et que les normes sociales qui en faisaient dépendre l'a contraint à se marier, à devoir aller travailler, qui va en bénéficier. En réalité, c'est une toute petite minorité, encore une fois, qui va étendre cette idée-là à l'ensemble des classes. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est toujours des exemples masculins. Là, il n'est jamais question, tu vois, des meufs, tu vois, de comment le fait de te faire mettre enceinte, comme il le dit, était vachement plus pesant pour les meufs dans ce contexte-là que pour les mecs. C'est quelle dinguerie de dire ça, tu vois. C'est un truc de fou. Et mais c'est l'angle mort, tu l'as dit, de plein de penseurs. Moi, je peux, comprendre, il y a plein de penseurs que j'adore et qui sont complètement aveugles à la question féministe, mais aveugles comme ils peuvent l'être à la question du racisme, par exemple, ou voilà. Mais là, aujourd'hui, en 2026, t'es un mec de notre génération, Loïc Chéniaud, tu parles de ça, tu prends cet exemple-là, c'est dingo, tu vois, d'être autant aveugle à ça. C'est surtout qu'en plus, moi, là où je veux défendre Kluskar, c'est que Kluskar fait une analyse qui est partielle, une analyse de classe pour en tirer le fait de, en gros, soyez communiste. Tu vois. En gros, vous faites pas baiser par le PS, et c'est ce qui s'est passé. Il a eu raison, historiquement. Il y a eu un espèce de moment où il y a eu un néolibéralisme mis en avant par le Parti socialiste qui a fait des avancées sur le plan des mœurs, sur le plan un peu de la morale antiraciste, des choses comme ça, sans remettre en cause le mode de production, sans remettre en cause l'impérialisme et tout ça. Et lui, c'est ça qu'il critique. Il dit, remettez en cause le mode de production, remettez en cause l'impérialisme, vous faites pas baiser. Il en tire pas une critique antiféministe. C'est-à-dire que c'est pas sa question à Kluskar. Kluskar en tire pas en mode ah oui, ben non, en fait, faut interdire l'IVG, non, en fait, il faut que les féministes la ferment et puis qu'on revienne au marxisme à l'ancienne. C'est pas ça qu'il dit, tu vois. Alors que c'est ça qu'en fait Chéniaud 50 ans plus tard, tu vois. Et c'est là où on peut défendre Kluskar en disant c'est un auteur partiel, mais que tout comme les auteurs féministes, souvent quand tu lis des auteurs féministes ou des auteurs antiracistes, ils sont pas très bons sur la question de la classe, tu vois. C'est pas une catastrophe, c'est pas leur spécialité, tu vois, et c'est pas grave, tu vois. Toutes les autrices féministes sont pas Federici, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Il y a des auteurs féministes qui apportent énormément à la littérature féministe sans être des communistes, tu vois. Pour moi, c'est pareil pour Kluskar. La problématique, c'est si tu as une lecture de ces autrices féministes et que t'en fais une lecture, par exemple, anticommuniste, ou que tu as une lecture de Kluskar et que t'en fais une lecture antiféministe. C'est ça le problème, je trouve. Voilà, exactement. Comme structure de domination, comme il la présente. Exactement. Il présente ça comme une structure de domination en expliquant, et c'est tout le cœur, encore une fois, de sa thèse « L'être et le code », c'est-à-dire de dire, il y a un code, le code ici c'est le langage, c'est le discours que cette classe dominante porte
sur le réel et auquel elle consent elle-même, puisque ça lui paraît tout à fait légitime, qu'elle porte sur les conditions matérielles d'existence. Ouais. Et donc finalement, elle vient légitimer ces pratiques-là. Or, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, comme je le disais, c'est que pour les classes populaires, c'est pas une émancipation, au contraire, ça va créer de l'atomisation et beaucoup d'isolement. C'est-à-dire qu'en fait, puisque vous n'arrivez pas à vous intégrer selon les nouvelles normes qui sont celles où vous devez, encore une fois, profiter, jouir sans entrave. En fait, vous êtes un loser dans cette société-là. Vous êtes une petite merde en réalité. Vous êtes quelqu'un qui est regardé comme incapable de s'intégrer. Et si vous respectez en plus de ça des normes beaucoup plus traditionnelles, etc., eh bien vous êtes déconsidéré puisque les formes d'intégration nouvelles, comme je le dis souvent, en fait... Mais désolé, mais qui est déconsidéré parce qu'il... T'es d'accord avec ça, toi, ou pas ? Je comprends pas cette critique. En plus, moi, je trouve qu'il y a une inversion. L'isolement est une dynamique matérielle, tu vois, enfin l'isolement, tu vois, mais comment ça s'appelle, le développement de l'individu et de mœurs individuelles est une dynamique matérielle qui est liée par exemple à des logements plus petits, des appartements, des choses comme ça, au fait que les collectifs de travail ont été cassés par antisyndicalisme, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Le fait que le temps moyen de trajet entre ton boulot et ton domicile est beaucoup plus grand et donc tu travailles pas au même endroit où tu vis. Quand Kluskar écrit, je crois que la distance moyenne domicile-travail est de moins de 5 km. Tu vois, donc en fait, les gens vivent et travaillent au même endroit, etc. Et tu vois, lui, je te laisse continuer après, mais ce que tu dis est très vrai. En fait, Chéniaud passe son temps à présenter une espèce de décadence anthropologique en faisant comme s'il y avait des gens, des libertaires qui étaient arrivés avec des idées et que l'idée c'était la liberté, c'est très idéaliste en fait. Et que du coup après, voilà, en faisant péter les structures familiales et la messe, etc. Du coup, chacun est un individu isolé dans son coin et ça c'est terrible, tu vois. Sans comprendre quelles sont les transformations concrètes qui ont créé ça et que c'est pas que une histoire de, il y a des gens qui sont arrivés un jour après 68 et qui ont déclaré la liberté sexuelle, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des transformations matérielles qui, après, peuvent causer des idéologies plus individualistes, plus collectivistes. Pareil, Kluskar parle par exemple de la différence entre certaines formes de musique, notamment le rock, par rapport au jazz. Là, si Chéniaud nous l'expliquait, il nous dirait presque que le rock c'est méchant, ça a rendu les gens individualistes. C'est pas ça qu'il dit Kluskar, il dit la société évolue, les gens deviennent individualistes dans une sorte de répétitivité, de tâches aliénantes, donc le rock est une musique répétitive et aliénante. C'est ça qu'il dit, qui est à l'image, on va dire, de la société. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, tu vois, mais... Putain, je sais pas ce qu'il penserait de la techno. Moi je sais ce qu'il penserait de la techno, tu vois, il dirait c'est extrêmement répétitif, entêtant, aliénant. C'est une critique qui est peut-être vraie, peut-être fausse, un peu psychanalytique aussi, tu sais, à l'époque, oui, il utilise beaucoup de trucs comme ça, tu vois, mais il dit pas, c'est parce qu'il y a la techno que les gens sont aliénés dans la répétition, ça serait totalement idéaliste. Et c'est pour ça que, lui, il met toujours plus en avant le discours, la critique de l'idéologie, en lui donnant une force que ne donne pas forcément Kluskar, qui est parfois même très descriptif dans ses livres, comme dans Le capitalisme de la séduction, en fait, où il se place en anthropologue, tu sais, qui décrit l'intégration à des nouvelles mœurs. J'arrive, je dois mettre un jean, avoir une mobilette, jouer au flipper, des choses comme ça. Et il dit pas que c'est bien, c'est mal, tu vois. Et il dit par contre que c'est une nouvelle forme d'intégration qu'on nous présente comme la liberté, alors que c'est une forme comme une autre d'intégration, quoi. Il essaie de se placer comme un anthropologue. Lui, il dirait presque, le jean et le flipper, c'est ça qui crée la crise du capitalisme, tu vois. Bah non, c'est pas du tout ça, tu vois. Et il inverse totalement le rapport culture et conditions matérielles, je trouve. Ouais, totalement. Et puis tu vois, je trouve, on va laisser Chéniaud continuer après, mais si je reviens sur cette histoire de liberté culturelle, Chéniaud, il dit bien, tu vois, il dit, voilà, Kluskar rappelle toute la dimension de domination et notamment de lutte des classes, en fait, qu'il y a derrière. L'exemple, il dit, c'est à partir de mai 68 et tout. L'exemple de la libération sexuelle est criant, particulièrement sur des choses, mais qui sont très connues, tu vois, et où des gens de notre branche à nous, politiques aujourd'hui, peuvent parfois être accusés, moi notamment, je l'ai été pas mal, tu vois, d'être accusés, d'être puritaine, etc. Parce que moi, je porte une critique très franche de ce qu'on a appelé la liberté sexuelle post-68, particulièrement dans les années 70-80. Moi, j'en porte une critique en tant que meuf, tu vois, et en tant que militante progressiste, parce que mobiliser la liberté, de toute façon, moi déjà, ça me pose toujours question. Enfin, on l'a dit plein de fois ici, mais en fait, liberté ne veut rien dire en soi. Si tu ne dis pas liberté de qui, pour faire quoi ? Et donc, quand tu parles de liberté sexuelle, sans parler des structures de domination, particulièrement des structures de domination de genre, mais aussi de classe, etc., mais forcément,
Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la libération sexuelle des hommes dominants, blancs, sur tout le reste de la société, particulièrement sur les femmes et les enfants. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec cette fameuse tribune dans Libération, tu sais, mais qui est ressortie ad nauseam par l'extrême droite. Tu vois, genre, voilà, la gauche, c'est des pro-pédocriminels, etc. Alors que bon, bref, je vais pas vous redire Morandini, machin, mais la pédocriminalité, c'est parfaitement transpartisan. Le point commun des pédocriminels, en règle générale, c'est que ce sont des hommes qui le font sur des enfants sur qui ils ont autorité, des hommes en position de pouvoir. Et donc, cette fameuse une de Libé, je sais pas si vous la voyez, mais c'est une une qui est effectivement hyper choquante, quoi, où on voit un enfant pratiquer un acte sexuel sur un adulte et avec une revendication du droit, en fait, à avoir la liberté d'avoir de la sexualité avec les enfants parce qu'après tout, en fait, eux aussi, ils ont une sexualité et puis voilà, il faut les laisser découvrir avec les adultes et tout en faisant... Alors, bien sûr, il y a des gars qui signent ça, genre Matzneff, comme vous savez ensuite que Matzneff, pendant les années 80-90, était invité sur des plateaux de télé à raconter des bouquins qui étaient des bouquins autobiographiques où il racontait les viols qu'il faisait subir à des enfants, garçons et filles, des petits garçons aux Philippines, des très jeunes filles adolescentes ici en France, dont une a écrit un bouquin. Elle s'appelle Vanessa Springora et je vous conseille ce bouquin qui s'appelle Le consentement, qui raconte cette chose qui était présentée à l'époque comme une relation amoureuse entre elle, 14 ans, et Gabriel Matzneff, plus de 50 ans, écrivain extrêmement connu, etc. Tu ne peux pas ne pas voir ça. Tu ne peux pas ne pas considérer ce fait-là quand tu parles de libération sexuelle. Et je trouve ça fou que ça puisse parler de ça sans parler de ce truc central qui est de dire ça a été objectivement la libération des hommes dominants de faire encore plus ce qu'ils veulent qu'ils ne le faisaient avant. Et pour les femmes, ce qui a été gagné, c'est quand même extrêmement marginal. Alors bon, il y a moins ce truc, par exemple, parce que Loïc Chéniaud trouve que c'est très dur pour un ouvrier au 3-8 de devoir se marier avec la meuf qu'il a foutue en cloque. Alors, je rappelle quand même que la condition la plus compliquée dans cette situation, pendant des siècles et des siècles, ça a été d'être la meuf qui se faisait foutre en cloque alors qu'elle n'était pas mariée. C'était elle qui était ostracisée, mise de côté, son enfant aussi, etc. C'était ça, la vraie condition difficile à vivre dans ce contexte. Le mec pouvait toujours dire que c'était pas lui. Et puis, il y avait aussi plein de fois où elle était mise en cloque, elle était pas tout à fait d'accord. Donc, bon, bref. Le garçon de ferme, le machin, le truc, il suffit de parler avec, je veux dire, des femmes qui sont nées dans les années 20-30 aujourd'hui, discuter avec les grand-mères, si elles sont OK pour en discuter avec vous. Vous verrez un petit peu ce qu'elles racontent. Particulièrement, moi je le dis souvent, mais les patientes que j'ai, des femmes qui ont grandi dans la campagne française traditionnelle, catholique ou protestante, parce que moi je suis dans une terre où il y a pas mal de protestantisme aussi, mais en fait elles ont des histoires de violences sexuelles atroces. Dans les années 70, on peut pas du tout dire qu'elles aient vécu réellement une libération, ces femmes-là. Elles ont peut-être vécu le fait que si tu tombes en cloque hors mariage, etc., t'étais moins ostracisée, ça c'est vrai. Mais du coup, on se retrouve avec une situation, et souvent on le dit avec Christ, tu sais, quand on dit que le patriarcat a muté et qu'on est allé vers un espèce de capitalisme hyper masculiniste qui te parle de liberté, mais qui au final reste des structures extrêmement oppressantes, particulièrement pour les femmes les plus dominées dans la société, c'est-à-dire les femmes prolétaires, les femmes racisées, les femmes handicapées, etc. Et les enfants aussi, bien sûr. Et où tu te retrouves avec énormément de meufs qui élèvent des gosses toutes seules, avec d'énormes difficultés de précarité, d'accès à l'emploi, etc. Donc je trouve ça, je suis désolée, mais vraiment, alors ça c'est mon tropisme personnel, je pense, mais je ne comprends pas comment on peut évoquer ces sujets-là sans parler de ça, alors que pour moi c'est encore plus quand tu te dis marxiste, que tu as envie de parler des structures familiales et tout, comment tu peux ne pas évoquer ça, ça me dépasse. Ouais, mais encore plus aujourd'hui, où les gens qui sont progressistes sur tout ce qui est sexualité, sur le féminisme et tout ça, ce ne sont plus des libéraux. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les libéraux libertaires que décrit Kluskar dans les années 70-80, ils n'existent plus. Il n'y a plus le Parti socialiste, ils ont fait 1% aux dernières élections, ils existent quasiment plus, ils sont plus du tout aussi forts. Aujourd'hui, taper sur les gens qui sont pro-LGBT, je sais pas quoi, c'est taper justement sur les gens qui sont les plus proches des communistes. Et c'est là où le truc est totalement fou, c'est que Kluskar critiquait le PS justement parce qu'ils n'étaient pas assez communistes, et il disait vous faites pas douiller parce qu'ils vont essayer de vous faire croire qu'ils sont plus à gauche que vous, parce qu'ils vous expliquent que la liberté dans toutes les matières, ce serait la révolution. Vous faites pas avoir parce qu'en réalité, c'est aussi leur liberté de dominer, tu vois. Et je pense que Kluskar vous rejoindrait avec Chris sur votre histoire de masculinisme capitaliste, parce que c'est justement un peu ça qu'il dit aussi, tu vois, de montrer que à un moment donné, la bourgeoisie développe une liberté qui est toujours vue comme individuelle et comme liberté de dominer. Il parle beaucoup, par exemple, du sadisme, comment il s'appelle, Kluskar. Tu vois, il parle du développement du sadisme comme développement d'une idéologie bourgeoise, tu vois, l'individu qui utilise les autres comme des objets et tout ça. Et il met en garde contre ça, à dire
vous faites pas avoir, ce n'est pas la liberté ne sera qu'un projet collectif qui n'est possible que dans le communisme. Et c'est pour ça qu'il parle de forclusion du producteur, de dire tout est permis mais rien n'est possible. Rien n'est possible, pourquoi ? Parce que le producteur est toujours oublié, parce que la personne qui, en dernière instance dans la société, est la plus dominée et exploitée, elle n'a pas forcément accès à cette liberté, et en plus de ça, cette liberté lui est pointée devant elle pour lui expliquer qu'en fait, c'est pas un vrai révolutionnaire parce qu'il n'est pas pour telle ou telle liberté. Des fois à tort, hein, des fois il y avait des ouvriers blancs qui pouvaient être contre certaines libertés, par exemple des libertés féminines, qui étaient des libertés qui étaient tout à fait légitimes, mais aussi des libertés parfois, comme tu dis, en lien avec la pédophilie ou des choses comme ça, où les mœurs de la plupart des gens en fait étaient contre, et où on pouvait les présenter comme étant des réactionnaires parce qu'ils étaient contre Cohn-Bendit qui expliquait qu'il fallait baiser des gamines, tu vois. Enfin, il y a vraiment ça, et aujourd'hui, on voit le même blabla sur les populations les plus dominées, encore une fois, notamment avec l'islamophobie, tu vois, de dire ah bah regardez, les musulmans c'est pas les plus libertaires, machin, le voile, et puis en fait exactement les mêmes phénomènes. Et je pense qu'aujourd'hui Kluskar, s'il vivait aujourd'hui, aurait actualisé sa théorie pour justement s'opposer à des gens comme Loïc Chéniaud, comme TV Liberté, qui pointent du doigt en gros les gens les plus dominés en France aujourd'hui, en utilisant un peu un fétiche de l'ouvrier blanc, je sais pas quoi, fantasmé des années 70, tu vois. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'en 2025 le gars utilise la critique de Kluskar, qui était une critique en faveur des communistes, on va dire, pour taper sur les woke, les LGBT, qui au final aujourd'hui sont avec les communistes, tu vois. Donc c'est vraiment l'antithèse de ce que ferait Kluskar. Carrément, et lui il dit que ceux qui seraient ostracisés aujourd'hui parce que ils n'adhèrent pas assez à l'idée libérale, etc., ça serait des hommes ouvriers qui se marient parce qu'ils ont mis leur meuf en cloque, alors que la réalité c'est que c'est des meufs racisées qui veulent porter le voile, tu vois, qui se font le plus s'emmerder pour être trop dans le respect des traditions. Et bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, bon, je l'ai déjà dit sur la chaîne, allez voir, j'ai fait plein de vidéos sur Kluskar, sur Loïc Chéniaud. D'ailleurs, la 3e vidéo de la chaîne principale est une vidéo aussi sur Kluskar où je résume un peu sa pensée. Donc si vous voulez aller voir, c'est une vidéo intéressante. Ça s'appelle L'arnaque Valek. Je réponds à Valek à l'époque et au boutiquier d'extrême droite, et j'évoque Michel Kluskar. Je voulais rappeler que Kluskar, au cours de sa vie, bon, déjà il y a des textes où il montre que le migrant devient le nouveau bouc émissaire du néolibéralisme, et en fin de vie, quand il commence à être récupéré par des gars comme Soral, il finit par faire une tribune dans l'Humanité pour expliquer, la tribune elle s'appelle je crois Aux antipodes de ma pensée, où il explique que Soral, Le Pen, tout ça c'est aux antipodes de sa pensée, ce qui est évident pour n'importe qui l'a lu, mais qu'il faudrait quand même rappeler à Loïc Chéniaud quand il va sur TV Liberté, quoi. Ce sont les écoles de commerce. C'est-à-dire que finalement, c'est le fait d'être tout. Et on revoit la logique droite du profit, encore une fois, gauche du loisir. C'est-à-dire que finalement, vous êtes en polo, mocassin, à parler de compétitivité sur des tableaux Excel toute la journée. Et puis le soir, c'est les beuveries, la drogue, le chemsex, pourquoi pas, etc. En fait, vous êtes... Oh, le niveau du gars. Mais le mec t'explique que la gauche aujourd'hui, ce serait des gens qui seraient pro-profit, tu vois. Genre Mélenchon, il est pro-profit, tu vois. Enfin... Vraiment, il y a des critiques à faire à Mélenchon, il n'est peut-être pas assez de gauche, mais ce qu'il décrit, c'est le macronisme, limite, tu vois. C'est vraiment, aujourd'hui, Macron, tout le monde le considère comme quelqu'un de droite, tu vois. Personne ne considère Macron comme étant le point phare de la gauche. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, le libéralisme libertaire est représenté par ces mecs-là, qui seraient donc des mecs en mocassin à gland, en école de commerce, qui font du chemsex le soir. Ces mecs regardent TV Liberté et Frontières, hein. Ouais. Alors en plus, le chemsex, bon, il y a quand même un dog whistle homophobe de fou derrière. Mais bon, bref. Tu vois, lui, il a l'impression que les consommations de drogue, par exemple, et on va en revenir après, que les consommations de psychoactifs, ça serait des trucs nouveaux et propres à la bourgeoisie, tu vois. Ce qui est d'un faux, mais vraiment, c'est faux, mais à un point hallucinant, quoi. C'est-à-dire que, alors... Je ne sais pas si Loïc Chéniaud met l'alcool dans les substances psychoactives, mais je vous rappelle que l'alcool est une substance psychoactive comme les autres drogues, d'accord, et qu'elle est parmi les plus dangereuses pour soi-même et pour les autres, que ce soit en risque d'addiction, en risque de problèmes de santé, en impact sur Kluskar, il buvait une taille de vin par repas et tout. C'est ça, mais jamais ces mecs-là ne considèrent que c'est la même chose de boire une bouteille de vin par repas et donc 2 à 3 bouteilles de vin par jour que de fumer des joints du matin au soir. Dans la tête de Loïc Chéniaud, la drogue, c'est profiter. Alors, j'utilise le mot drogue pour qu'ils comprennent ce que je dis, mais moi, je parle de substances psychoactives en règle générale, mais des utilisations de substances psychoactives, il y en a
plein de différentes. Il y a des usages à but, on va dire, de prise de plaisir, etc. Parce que ça fait, les gens sont contents d'avoir un moment d'ébriété à table avec des amis, tu vois. Ça peut être des choses que les gens apprécient, voilà. Et puis il y a des gens qui utilisent des substances psychoactives pour supporter leur travail, pour supporter les douleurs liées à leur travail, pour supporter les traumatismes qu'ils ont pu vivre dans leur vie, pour gérer leur anxiété, gérer leur dépression. Enfin, il y a plein de manières différentes de consommer des psychoactifs. Et lui, vraiment, dans sa tête, mais tu vois, c'est vraiment une vision rabougrie et complètement en dehors du réel. Est-ce que Loïc Chéniaud est au courant de ce que c'est l'absinthe, en fait? Vraiment, tu vas penser que les consommations de psychoactifs, c'est un truc nouveau de bourgeois qui font ça pour se faire plaisir, mais c'est vraiment être à côté de la plaque complètement, quoi. Et puis encore une fois, ce que dit Kluskar, moi je suis d'accord avec le fait qu'il soit récupéré par des droitards, ça veut dire quand même qu'il y a un truc un peu, que c'est un peu flou parfois, tu vois, ce qu'il raconte. Mais ce qu'il dit à l'époque, c'est de dire, il y a des nouvelles drogues qui étaient avant interdites et dont aujourd'hui la consommation est devenue cool. C'est devenu cool de braver l'interdit. Et ce qu'il dit, c'est braver cet interdit-là, ça n'a rien de révolutionnaire, tu vois. C'est un peu ça son discours, c'est de dire, oui. en fait, on s'en tape un peu que vous prenez des champignons. Arrêtez de nous faire croire que c'est pareil que si vous avez renversé le capitalisme, tu vois. Oui. Et lui, il en fait un truc en mode, c'est parce que les gens prennent des champignons que ils sont capitalistes. C'est pas ça qui est dit par Kluskar, tu vois. Mais je comprends que la critique, elle soit pas si intéressante que ça de toute façon, tu vois. Oui. Mais vraiment, Quand je on a trouve dit qu'il y a, ça. il y a une reprise avec tout un tas de sous-entendus que ne fait pas Kluskar, tu vois, chez Chéniaud. Vous avez toute cette logique qui se concentre ici et qui expose totalement cette société-là avec les vainqueurs, ceux de la Startup Nation, et puis les losers, ceux qui ne sont rien, dont Macron parlait justement très bien. Voilà ce que décrit déjà Kluskar dès les années 70. Ce libéralisme Non, mais ce qu'ils écrivent dans les années 70, Kluskar a jamais dit ce sera ça de tout temps. Kluskar, justement, la question du néo-fascisme, on n'en a pas parlé, mais Kluskar dit le problème de tout ça, c'est pas tant que les gens ils aient de la liberté sexuelle et machin, parce qu'il dit, en plus, il le dit dans des interviews, il dit, bah ça c'est plutôt bien. Par exemple, il parle du préservatif, tu vois. Ils disent, bah, c'est un truc qui est bien, tu vois, mais c'est un truc qui a libéré la sexualité, machin. Il s'oppose pas à ça, tu vois. Par contre, ce qu'il dit, c'est que présenter ça comme étant une révolution alors qu'il reste des rapports de production capitaliste, l'impérialisme et tout ça, ça va nous provoquer une nouvelle crise, ce qui fait que les gens qui ont accès à cette liberté sexuelle, qui ont accès à de la consommation de produits qui sont chers, qui ont accès à plein de nouvelles choses, ils vont être de plus en plus obligés de taper sur les prolos, soit du tiers-monde, soit du centre impérialiste, pour continuer à consommer, tu vois, pour continuer à garder leur taux de profit, si tu veux. Comme le taux de profit chute, va y avoir une mise en place de plus en plus forte de domination, et ce truc qui était considéré comme étant la jouissance pour tous, ça va être de plus en plus la jouissance de quelques-uns par la guerre et par la domination. Et donc ce qu'il dit, c'est que ça va aboutir au néofascisme. À un moment donné, il dit sous les pavés Le Pen. C'est pour reprendre l'expression de mai 68, sous les pavés la plage. Il dit les gens en fait vont être obligés pour garder leur jouissance personnelle de taper sur les pauvres. Et les pauvres vont s'y opposer et de plus en plus, il va falloir instaurer le néofascisme. Et donc le problème de Kluskar avec cette libertarisation des mœurs sans communisme est présenté par certains intellectuels de l'époque comme étant une révolution à gauche des communistes, tu vois. Bah, le problème, c'est que pour lui, ça va amener le néofascisme et ça va amener les classes supérieures à devenir de plus en plus réactionnaires et autoritaires pour garder leur consommation. Vraiment, la problématique du néofascisme, elle est centrale chez Kluskar, et Kluskar n'aurait jamais continué une critique du libéralisme libertaire en 2020, parce que le problème en 2020, c'est la résurgence du néofascisme, c'est plus le libéralisme libertaire, et justement, Kluskar l'avait analysé, tout ça. C'est pour ça que c'est un auteur intéressant, quand même, je trouve. Mais vraiment, c'est ce qu'on voit avec un gars comme Macron, c'est le gars, il se présente un peu comme ni droite ni gauche, un peu libéral-libertaire, tu vois. Ouais, jeune et plus ça va, plus dynamique. pour garder sa jouissance et tout, il va aller taper sur les pauvres et devenir un droitard. C'est vraiment la trajectoire de Macron qui est vue par Kluskar. Et le problème, c'est de venir faire cette critique sur un média néofasciste. C'est-à-dire sur un média comme TV Liberté, aller le dire. C'est un gars qui est allé chez Frontières, c'est un gars qui est allé Radio Courtoisie, chez Nio. Enfin, c'est de faire exactement ce que Kluskar disait que c'était le problème, tu vois. libertaire et qu'il résume ainsi: la droite gouverne l'économie, la gauche légitime les mœurs. Exactement. Il est en plein dedans. La droite, elle On n'est plus du tout dedans. Tu vois, les mœurs sont de plus en plus gouvernées par la droite aujourd'hui. Sérieusement, enfin bon. Enfin, aujourd'hui, la droite gouverne l'économie et les mœurs, tu vois. Il y a des attaques à répétition, tu sais, notamment contre les droits LGBT et tout, tu sais, il y a des Tu te souviens de Macron des avec les trans, agendas. là
Qui avait dit ouais, oh, c'est n'importe quoi, ils vont changer de sexe en mairie, machin. Exactement, exactement. Parce que tu vois, en plus, je pense que ces gens-là mettent, tu vois, par exemple, les droits des personnes trans dans le libéralisme libertaire, tu vois. Alors, quand tu connais la réalité matérielle, concrète de la majorité des personnes trans en France, c'est-à-dire une immense précarité, plein de difficultés d'accès à des tas de trucs et tout, des immenses violences aussi vécues. Mais en plus, tu rajoutes à ça, quand tu regardes des orgas militantes pour les droits des trans les plus basées, elles sont souvent très à gauche et souvent très basées sur toutes les autres questions et assez marxistes en fait. Tu regardes l'OST par exemple ou tout ça qui sont très anti-impérialistes aussi et tout. Enfin, tu peux Pour moi, vraiment les pas trans dire. sont les gens en moyenne les plus basés politiquement. Parce que Mais c'est parmi les gens les plus dominés aussi. Donc forcément, en fait, ils sont leur quasi obligés existence, d'être basés politiquement. mais Leur bien existence sûr, posant problème dans la société. ouais, posant problème aux autres, t'es obligé de te surpolitiser. Enfin, alors je dis pas, et encore une fois, quand il y aura plein de transnormies, ça voudra dire qu'on aura bien avancé sur les questions des droits des personnes trans, quoi. Mais Ah bah ouais. Chris, il dit souvent ça. Quand il y aura des musulmans de droite, ça veut dire qu'on aura gagné. c'est ça, il y a carrément raison. Ça sera signe de bonne santé politique. Et en vrai de vrai, le fait qu'aujourd'hui, les juifs soient pas mal à droite, c'est aussi la preuve, tu vois, que ça a changé leur intégration dans la société, tu vois. À une Ouais, époque, tu pouvais pas être juif et voter à l'extrême droite, tu vois. Tu pouvais pas être non, juif et voter à droite parce que ça n'avait aucun sens, c'était des antisémites, tu vois. Le fait que ouais. les partis politiques ne soient plus antisémites a permis, ou plus, il y a des partis politiques antisémites quand même, tu vois, mais genre en Mm. moyenne, soit ils le sont pas, soit ils le disent pas au moins, tu vois. Ils surfent pas dessus H24, on va dire, même les partis d'extrême droite ne surfent plus sur l'antisémitisme H24. Eh bien, ça leur permet de pouvoir faire un choix, de voter à gauche ou à droite, quoi. Et pendant longtemps, enfin, il y a énormément de militants communistes qui étaient juifs aussi par ces obligations matérielles d'être obligés de te battre, notamment contre le fascisme, parce qu'il y avait un enjeu de survie directe, quoi. Non, moi je pense que c'est à cause du judéo-bolchevisme. Je pense qu'il y a un lien Ouais, entre c'est ça. complot Sûrement, ouais. bolchevique et complot juif, tu vois. Tout à fait, ouais. Je vous dis, encore une fois, érigé au sens du concept, on n'est pas ici dans l'échiquier politique traditionnel, c'est-à-dire ce qui se cache derrière la logique de droite libérale économique classique, elle organise, elle structure la semaine de travail, et puis la gauche, en fait, organise les loisirs, le week-end, c'est-à-dire que là où Il y autrefois... avait bien un ministère des temps libres sous Mitterrand. Oui, tout à fait, et là où en fait, autrefois... On voit que c'est anachronique, ils sont obligés de parler de Mitterrand. Oui, Mais Mitterrand, je l'ai même oui. pas connu. Moi, je suis pas né sous Mitterrand, tu vois. Moi, il est mort quand j'avais 4 ans. Et je suis vieille, je vais avoir 35 ans dans quelques jours. Non, mais t'imagines le délire, les gars, ils s'en sont encore à boucler sur Mitterrand. Tu vois, Oui, c'est fou. oui, oui. Je te jure, c'est vraiment des mecs qui parlent d'une France qui n'existe plus depuis au moins 40 ans. Minimum. La gauche organise les loisirs. Sérieux, la gauche organise des loisirs, mais qu'est-ce que tu racontes? D'où? Enfin, il parle de quoi, tu vois? En plus, il parle quoi? Du Parti communiste des années 60 où il y avait des clubs de boxe de la CGT. Est-ce qu'il parle de ça, tu vois? Et est-ce que ça, du coup, c'est grave? Et non, lui, pour lui, organiser les loisirs, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire les bourgeois sont de droite pendant leur travail. Ça, c'est le moment où ils portent des mocassins et ils parlent de profit dans des écoles de commerce. Et puis, ils sont de gauche le soir quand ils se droguent. Mais c'est n'importe quoi, Ouais, hein. la gauche organise des soirées chemsex le week-end. Hein, c'est Shinjo qui l'a dit. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Par exemple, était une journée dans laquelle on pouvait soit aller à la messe, soit aller à la pêche, par exemple, si on était plus laïque, disons, voire parfois les deux, eh bien, deviennent des temps qui sont totalement accaparés, encore une fois, par le mode de production, qui vous invite plutôt à aller pousser un caddie, ce qui est le lot de beaucoup de familles des classes populaires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, le samedi ou le dimanche, puisque dorénavant, les magasins sont aussi ouverts le dimanche, puisque, comme le suggérait très bien Jean-Claude Michéa d'ailleurs, dimanche est devenu dans le... C'est ce que j'allais dire. Pour moi, ce gars est plus michéiste que Oui, dans la lignée de Kluskar. Et même en vrai, enfin, il est à droite de largement Michéa, à hein. droite de Michéa. Hein. Je Ah veux oui, dire, oui, oui. Parce que pour le coup, je connais mieux Michéa Clouscar et il y a des trucs de merde que je déteste moi dans Michéa, mais je le trouve beaucoup moins à droite que ce mec, hein. Non mais cette critique du progressisme, Ah du ouais. libéralisme libertaire en Big 2026, putain mais arrêtez de Ah boucler ouais. là-dessus, tu vois. La critique, elle Ah est ouais. vue et revue. Elle est fausse depuis au moins 15 ans, tu vois. Ah ouais, c'est tellement C'est pas ça le problème anachronique des de fou, gens. tu vois. monde libéral mange dit, c'est-à-dire un jour comme les autres, où finalement, dorénavant, eh bien, tout doit être effacé, où les rythmes collectifs, les modes de vie collectifs eh bien, sont abandonnés à des principes totalement atomisés et individuels, où la soi-disant liberté individuelle doit primer sur tout le reste. Donc c'est au nom des libertés individuelles, au nom de l'émancipation, encore une fois, qu'on nous vend cette société-là qui, en réalité, aliène plus que jamais les individus, puisque, je termine rapidement, les gens ne se sont jamais véritablement battus. Moi, je ne connais pas grand monde qui se sont battus
déçus en étant chez eux le dimanche en se disant c'est dommage quand même que j'aille pas travailler le dimanche et qu'en plus de ça mes loisirs soient pas organisés indépendamment de tel que j'aimerais le passer avec ma famille, avec mes amis, etc. C'est très étonnant. Et donc Quel rapport avec la gauche? En quoi la gauche s'est battue pour qu'on travaille le Rien. dimanche? Je comprends rien à Rien. l'histoire. Ben, là, en fait, il tente une critique, tu vois, il dit c'est au nom de la liberté et de l'émancipation, mais ça n'est pas ça. C'est comme quand il parle de la liberté sexuelle. En fait, la liberté sexuelle n'en est pas une, et la liberté de travailler le dimanche n'en est pas une. Fais une critique de l'utilisation du concept de liberté par la droite, Loïc Chéniaud, parce que c'est ça, en fait, la question. Le truc de les gens doivent pouvoir être libres de bosser le dimanche et tout, ce n'est pas la gauche. C'est un truc de droite, vraiment. Et c'était peut-être, alors, une gauche de droite dans les années 80 qui a utilisé ça, mais enfin, aujourd'hui, personne de la gauche actuelle hégémonique aujourd'hui ne te dit que c'est trop bien de bosser le dimanche parce que c'est la liberté, en fait. Personne ne dit ça. on nous a vendu que c'était pourtant une grande liberté et qu'on ne pouvait pas empêcher les gens d'aller travailler le dimanche. Ce qu'on Non, mais c'est le MEDEF qui nous a vendu ça, c'est pas Mélenchon qui nous a vendu ça. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, vraiment, c'est presque complotiste. voit aujourd'hui, c'est une déstructuration totale des rythmes sociaux et une dépendance et une déchéance anthropologique énorme. Déchéance Voilà. anthropologique énorme. Déchéance anthropologique. T'imagines un peu le truc, c'est-à-dire que le gars n'a pas prononcé une seule fois le mot de capitalisme. Hein. Pas une seule fois. Hein. Pas une seule fois il ne parle de l'organisation capitaliste du travail, etc. Jamais. De plus-value, de machin, jamais. Et le mec n'est que là sur une espèce de critique. Ouais, on peut plus aller à la messe le dimanche parce qu'il y a la gauche, elle a dit qu'il fallait qu'on ait la liberté d'aller faire nos courses le dimanche. Mais n'importe quoi, tu vois. Et donc là, il vient de finir sur le mot déchéance anthropologique. C'est vraiment, moi j'entends déchéance anthropologique. Vraiment, je te vois faire un salut nazi. Hein. Avec cette coupe de cheveux, ouais. Ah ouais, enfin vraiment. Et là, tu vas voir, prochain timecode, il va nous parler de la différence Attends, entre... juste moi je veux parler de cette histoire de déchéance anthropologique. Ah oui, vas-y. Là, ce qui est fou, ce qui retourne de ce qu'il raconte, c'est que le problème, c'est qu'on travaille le dimanche, machin et tout. Mais ce mec n'est pas communiste, tu vois. C'est-à-dire que le mec te dit à la fois tous les problèmes qu'il te cite seraient liés à la libéralisation des choses, mais en dernière instance, il vient sur des médias qui sont des espèces de néolibéraux réactionnaires autoritaires. Parce que, en fait, ce qui est le plus important pour lui, c'est l'aspect réactionnaire et pas l'aspect communiste. Tu vois. C'est là où, en fait, le gars est débile. Il y avait deux chemins quand t'étais un peu rouge-brun, tu vois. C'était de choisir le brun ou de choisir le rouge. Et lui, il a choisi le brun, tu vois. C'est vraiment ça. Ah bah clairement. Et donc là, tu vas voir, prochain timecode, il va nous parler, pareil, a priori d'un concept de Michel Kluska, que tu connais encore une fois beaucoup mieux que moi, la différence entre républicain et républicanisme. Et il va venir nous expliquer voilà, que en fait, globalement, en fait, on peut plus faire peuple maintenant. C'est fini, on peut plus Putain, faire mais c'est peuple. quoi le concept de Kluskar? Mais tu vas voir, il va expliquer. Vous l'expliquez comme étant celle d'une dérive qui va de la République comme une forme politique enracinée dans une histoire, un peuple, vers ce que vous appelez, ce que Kluskar appelle aussi le républicanisme. Le républicanisme, qu'est-ce que c'est finalement? Alors la distinction, j'en avais d'ailleurs parlé quand j'étais venu pour mon dernier livre ici, entre la République et le républicanisme, c'est-à-dire que la République, encore une fois, elle a vocation, là on retrouve encore une fois les schémas rousseauistes, elle a vocation à l'incarnation des individus. Je prends souvent pour exemple le fait que à l'école, par exemple, il n'a jamais existé. C'est marrant de critiquer la perte de la religion, des rythmes collectifs, et de sucer la République, alors que la République a changé le calendrier, a changé les rythmes collectifs. Enfin, c'était un projet quand même qui était porté par la bourgeoisie, qui a été en partie libéral, et vraiment très, 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 très critique de la tradition, l'enracinement et tout ça. Là, ils sont en train de parler de république enracinée, je sais pas quoi, mais ça sort d'où? Enfin, si la République a été si enracinée que ça, il n'y aurait pas eu de révolution française et on serait resté sous le féodalisme. Tu vois. Enfin. D'uniforme. Les élèves avaient simplement une blouse qui venait couvrir leurs vêtements parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de vêtements et qu'encore une fois on était dans une période où il y avait un respect pour la chose et où apparaître déglingué avec des jeans troués, c'était pas classe, c'était pas un système d'intégration qui faisait sens. Mais c'est un jugement de valeur, ça. Oui. En quoi les jeans troués c'est moins classe que les jeans pas troués? Enfin, ça dépend des gens, tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin. Non, pas du dans le temps on pouvait faire peuple, car nous avions une république qui se tenait droit et qui n'avait pas de jeans troués. Les parents n'appréciaient pas beaucoup de devoir racheter des vêtements. Donc en fait, il y avait juste une blouse. Par contre, il y avait un principe déterminant, c'était la manière qu'on avait de s'asseoir et de se tenir droit, parce que c'était la posture qu'on occupait dans la société qui devait venir gommer les inégalités sociales. Ça avait beaucoup de sens. La République, du coup, à l'origine, et la République romaine déjà... Je comprends rien, en plus il y avait plus d'inégalités sociales à l'époque qu'aujourd'hui. Enfin. Évidemment, il y avait la moitié d'une classe d'âge qui n'allait pas au-delà du certificat d'études et qui commençait à bosser à 12 ans dans des fermes. Mais selon Loïc Chéniaud, il n'y avait pas de souci parce qu'à
qu'à l'époque, tout le monde se tenait bien droit en blouse, en fait. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. De laquelle on puise ces informations-là, eh bien, c'était incarner véritablement quelque chose et élever quelque chose. C'est les restes de l'aristocratie. Tout à fait, une forme, voilà, Ouais, aristocratique. le mec te dit la République, c'était les restes de l'aristocratie, quoi. Qu'est-ce que Ouais, c'est tu que vas voir ces ce qu'il dit conneries, derrière. ça Il dit au bon sens du terme. Au sens nietzschéen. Une forme aristocratique au bon sens du terme, c'est-à-dire on élève les meilleurs, ceux qui effectivement s'avèrent dans cette société-là être les plus représentatifs de ce que doit être un corps social. Il s'agissait de faire corps. Mais c'est vrai que c'est un truc nietzschéen, là. Ah oui. Ce gars, alors qu'en plus, Oui, Kluskar déteste Nietzsche et tout, parce que Kluskar est un Lukatien, que dans la tradition marxiste comme ça, tous les mecs sont là, oui, Nietzsche est nazi, tu vois, ils sont même un petit peu, parfois, un petit peu caricaturaux sur Nietzsche, mais c'est trop bizarre de nous rapporter, limite, le côté aristocratie d'un côté, les meilleurs, et puis de l'autre côté, c'est les esclaves, tu vois, il y a vraiment ça, là. En réalité, de fonder cette unité. Tandis que le républicanisme, quelque part, qui évidemment s'est emparé très tôt de la République en France et s'est conjointement mêlé à tout ça, eh bien, si on reprend l'exemple de l'école, son objectif, ça a d'abord été le déracinement, le retrait culturel, L'objectif de l'école, c'était le déracinement et le retrait culturel. Je pense qu'il n'y a rien qui a plus uniformisé les gens et donc enraciné dans une culture commune que l'école, tu vois. C'est hyper enracinant dans une nouvelle culture, qui est une culture du coup nationale, qui n'est pas forcément la culture locale et tout, voilà, mais qui a créé vraiment du commun, hein, et qui continue aujourd'hui à créer du commun. Hein. C'est presque la seule expérience qu'on partage tous, l'école, tu vois. Évolution effectivement des empreintes sociales et des marqueurs familiaux, etc. Et donc en réalité le républicanisme c'est une idéologie qui, comme je le signalais dans Continuons la France dans mon essai, en réalité... Continuons la France. Le titre pue du cul. Hein. Est-ce que le titre pue autant du cul que le site internet? Il y a match. Il y a match. Le site internet où il est habillé en militaire, là. Il est incroyable. Ah putain, ce oui, site. c'est vrai. Regarde déjà, c'est Oh ça. là le là. truc. T'arrives de ta chaîne comme ça, tac, tac, tac. Et normalement, t'as des photos de... Voilà, t'as cette photo Ah, oui, de c'est vrai. banger. En veste militaire sur fond de forêt. Moi, je sens que là, on va continuer la France fort, là. Ah bah, La France me parle, là, sur cette photo. voilà, ça me donne envie de continuer la France, là. Puis il a toujours des bouquins à vendre, ce gars, des conférences, je sais pas trop quoi. Ah, c'est bon, Bah 9 après, podcasts, il 10 vise heures quoi d'audio. Ça coûte 230 balles en tarif soutien, Ouah. 180 balles, c'est super cher. Après, il vide quoi? Bah, de ça, je pense. Bah J'en oui, sais rien. donc ça reste un boutiquier, quoi. la France à n'être qu'un ensemble de discours et de valeurs sur le monde, potentiellement universalisables, tellement universalisables qu'en réalité, d'un, personne n'en veut, mais de deux, surtout, en réalité, efface la France dans sa singularité, puisque si la France, ce n'est plus qu'un ensemble de valeurs qui seraient valables pour tout le monde, alors la France n'est plus rien, et donc elle disparaît. Et donc en réalité... T'imagines? T'imagines mais- qu'il y ait un discours anti-universaliste de droite, là. Oui, c'est vraiment. Donc il dit, comme les valeurs de la France peuvent s'appliquer à tout le monde, alors du coup la France n'existe plus et personne ne veut de ces valeurs qui s'appliquent à tout le monde. Mais c'est quelle dinguerie en fait. Regarde, c'est Trump, C'est genre- C'est quand même un type qui a commencé par le marxiste, Kluskar et tout, qui déteste Nietzsche, qui déteste les anti-universalistes et tout, qui dit que le problème, c'est que la bourgeoisie a rendu l'universalisme abstrait, alors que l'universalisme peut être concret dans le communisme. C'est ça le discours communiste. Et on trouve très bien ça chez Kluskar, de dire Rousseau, c'était le contrat social, concret, pratique et tout, mais comme la révolution pour a les échoué... oui, Sauf pour les meufs, mais bon, les meufs, dans un deuxième temps quand même. C'est d'abord le contrat social, puis après les meufs. Hein. C'est Rousseau qui l'a dit. Hein. Oui, chers camarades marxistes des 200 dernières années, le 21e siècle, c'est fini. Vous n'allez plus pouvoir être des mecs super, sauf avec les meufs, sauf avec 50% de l'humanité. On ne va pas vous lâcher les couilles, je vous le dis. Alors tu dis ça, mais si on fait vraiment la décroissance et qu'il n'y a plus de machine à laver, peut-être qu'on peut regagner le fait de parler qu'entre hommes. Hein. Ah mais je sais bien, c'est pour ça que tous les mascus vont aller se faire foutre. Et en premier lieu, les écolos mascus qui pensent qu'ils sont pas mascus alors que leur version d'écologie est un masculinisme. Et donc, on ne va pas vous lâcher les couilles non plus, même si vous avez de jolies couilles bio enduites d'huile d'amande douce. Mais donc, je reprends. Kluskar nous explique, je crois que c'est dans la critique du libéralisme libertaire, que chez Rousseau, il y avait un aspect universaliste concret, avec le fait de faire le contrat social entre l'individu, la société, tout ça. Et qu'en fait, la révolution ayant échoué, ces valeurs d'universalisme concrètes vont être reprises par une bourgeoisie incapable de faire la révolution, notamment la bourgeoisie allemande, par Kant par exemple, qui va reprendre les concepts universalistes de Rousseau, mais les rendre abstraits.
C'est ça qu'il explique, Kluskar. Il explique qu'il y a un truc qui était concret avant la Révolution parce que c'était possible. Une fois que la Révolution échoue parce que la bourgeoisie prend le pouvoir, les valeurs révolutionnaires deviennent abstraites parce qu'on ne peut pas les rendre concrètes. Et donc il nous explique qu'en gros, cette bourgeoisie va toujours osciller entre le fait soit d'avoir une contre-révolution et de carrément rejeter ces valeurs abstraites d'égalité, par exemple, de liberté, parce qu'elle n'arrive pas à les faire advenir, elle va les rejeter. Ça va être ce qui va partir dans le romantisme, puis dans les pensées presque irrationalistes, et qui va tomber dans le fascisme. Ils décrivent, et très bien avec tous les auteurs, Lukács, Goldman, des penseurs comme je sais pas, Schiller, comme Nietzsche, comme après Heidegger, des gens comme ça, tu vois. Ou alors, ces valeurs abstraites que la bourgeoisie a dans la tête, mais qu'elle n'a pas réussi à mettre en place, ces valeurs vont être reprises par le prolétariat qui, elle, peut les mettre en place, peut mettre en place une égalité concrète ou une liberté concrète dans le communisme. Et les communistes, donc, vont dire l'universalisme qui n'a pas réussi à être mis en place par la bourgeoisie avec la Révolution française et qui est devenue abstraite, nous, on le reprend pour nous et on va le faire vraiment avec la révolution prolétarienne. C'est ça que disent les communistes. Et là, lui, il est en train de dire ah bah non, en fait, non, l'universalisme, c'est n'importe quoi. Le vrai modèle français, il est enraciné, il n'est pas universel. Et donc, en fait, il est en train de se placer dans la lignée des Nietzsche, Heidegger, tous les penseurs qui ont donné, après coup, un irrationalisme, un rejet de la raison, un rejet de l'universalisme, et le fascisme et le néofascisme, tu vois. Il est vraiment même en train de se renier lui-même, si tu veux, Chéniaud. Je crois qu'il s'est renié lui-même depuis un long moment, peut-être au moment où il a décidé de faire payer 400 balles pour apprendre aux meufs à allaiter. C'est peut-être le début du reniement, ça. C'est vrai qu'il avait fait ça. Et en tout cas, il est en train de renier Kluskar, quoi. T'imagines, déjà, c'est trop bizarre d'avoir un conseiller en allaitement masculin. Déjà, je suis désolé, on peut être conseiller en allaitement masculin, peut-être, mais c'est quand même bizarre. Moi, mon wokisme s'arrête là, tu vois. Genre, ça, je suis pas. En t'as vrai, Loïc ça, je suis pas Chéniaud qui d'accord. te conseille en allaitement. Moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Bah, à ce moment-là, il faudrait que tu dises, en fait, c'est bizarre d'avoir quelqu'un qui te conseille en allaitement qui n'a pas allaité. Parce que t'as plein de meufs qui n'ont jamais allaité. Oui, non, mais je sais, j'en rajoute, mais Moi, je le suis fait pas que d'accord avec cette Chéniaud take, soit mais- conseiller en allaitement, tu vois. Ah non, mais par contre, Chéniaud, en fait, lui, bon bref, il a dû voir sa meuf allaiter, se dire qu'avec son gros cerveau, c'est lui qui avait réussi à la faire allaiter, bref. Église, plus de famille. Plus rien du tout. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'en appelle, moi, et ce sera justement l'objet de mon prochain livre, à une refondation anthropologique, c'est-à-dire à la reconstitution de ces médiations, des institutions nécessaires. Donc la reconstruction de la famille, de la patrie, peut-être Oui, du travail oui. aussi, tu vois. Oui, c'est ça qu'il dit, hein. C'est ça qu'il dit, hein. Contre l'universaliste, tu vois. Bien sûr. Pour pouvoir de nouveau faire peuple, puisqu'encore une fois, j'estime que, pour reprendre un terme qui revient, Pouvoir faire peuple, mais les communistes, ils veulent pas faire peuple, ils s'en battent les couilles de faire peuple, ils veulent faire une alliance de classe, parfois contre des gens qui Ah. sont d'autres classes à l'intérieur du peuple, tu vois. Tu vas voir, il va t'expliquer qu'en fait, pour pouvoir faire le communisme, il faut d'abord faire peuple. C'est dans ce sens-là que Ah ça se oui. fait. Lui, il se dit pas, on va mettre en place des conditions matérielles concrètes, l'abondance, etc. Le fait que du coup, on n'est plus tous dans une lutte des uns contre les autres pour assurer nos propres moyens d'existence, les nôtres et ceux de nos proches immédiats, notre famille, nos enfants, etc. Non, lui, il se dit qu'il faut d'abord refaire un peuple. Et qu'ensuite, on pourra peut-être voir comment on peut faire un peu de marxisme, quoi. Et on se rappelle que dans Faire peuple, lui, il enlevait, dans son institut humaniste total, on avait lu l'article là où il expliquait que les racailles de cité, c'était des bédouins, Ouais. je sais pas trop quoi, et Ouais, qu'en ouais, fait, ouais, c'était ouais, des gens ouais, qui empêchaient de faire peuple. Donc en fait, Ouais, c'est ouais, faire ouais. peuple, mais un peu sans les Noirs et les Arabes, tu vois. T'as vu le sous-entendu. En fait, l'universalisme, c'est pas bien. Il faut que les valeurs de la France ne puissent pas s'appliquer aux autres pour que tu puisses faire peuple. Ah, À mais partir c'est du moment où délirant. t'as dit ça, t'es déjà raciste, en fait. régulièrement dans les débats actuels, dans nos milieux notamment, le Frexit c'est une chose, mais avec quel peuple on va refonder, encore une fois, une France où, encore une fois, le désordre anthropologique a été tel que plus personne n'a envie de se constituer comme corps social en réalité. Où il y a une ambition politique qui peut un temps être commune, mais quelle forme elle va prendre, puisque les hommes dont on dispose aujourd'hui ne sont pas les hommes dont on a pu disposer un temps, notamment, par exemple, je pense à une séquence comme la Libération. Le cas, c'est du Baptiste Marché, hein. C'est, Ah oui, oui. les vrais Ah hommes oui, sont oui, oui. morts et tout, maintenant. Il y a plus de c'est vrais des woke et des hommes. Arabes. Voilà, les temps durs font des hommes forts, puis les hommes forts font des temps doux, puis les temps doux font des hommes faibles, et du coup, C'est ça refait des n'importe temps quoi. durs. C'est du slop d'extrême droite, de merde, mais vraiment de merde. Il est là à dire, ouais, on n'a pas les mêmes mecs qu'en 45, mais Loïc,
Mais toi non plus, en fait. Regarde, toi, t'es là, tu te fais une espèce de coupe de droitard Bah, de avec, con, avec cette avec coupe un en gilet de 45, con. il avait pas 30 000 d'espérance de vie, Loïc. Hein. Oui, voilà, tu vois, avec un gilet de con, parler avec un journaliste qui trouve que quand même le communisme c'est très grave et il est payé par un gars qui était du bloc identitaire et un autre qui était du Front National. Toi, tu viens faire ça. Qu'est-ce que tu viens nous parler des militants communistes de 45 qui étaient des gars qui s'étaient précisément battus contre les héritiers idéologiques des mecs qui t'invitent, toi, d'accord Mais c'est quelle dinguerie. Oui, évidemment, nous ne sommes pas une génération qui vient de passer 6 ans dans le maquis à se battre contre le nazisme. En fait, oui, d'accord. Ok, tu vois. Bien sûr, c'est donc évidemment on va pas faire exactement les mêmes trucs, c'est pas la même époque, c'est pas le même machin, c'est pas le même truc, mais vraiment c'est nul, mais c'est nul, je trouve ça consternant. Où là, effectivement, il y a une conquête de territoire, il y a eu un travail commun, le travail d'un corps social, celui dont René Char nous disait qu'il avait été un trésor, malgré tout, durant ces périodes de guerre, parce qu'on s'était reconnus les uns les autres dans une forme de fraternité, dans la résistance, etc. Il y avait quelque chose qui s'était construit. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la jeunesse de France se reconnaisse. Il est vraiment incapable de penser les choses en termes de classe. Il se dit, Ah non. on faisait peuple parce qu'il y avait eu de la conquête de territoire et tout. C'est l'impression. Ah oui. Il n'arrive pas à se dire, il y a des gens qui partagent des conditions Julien Rochdy, matérielles, qui convergent et tout, comme nous on fait avec le salariat généralisé, des gens qui ont du coup les mêmes problématiques de vie, qui peuvent trouver les mêmes solutions. Non, c'est faux être dans le maquis avec des fusils et puis prendre du territoire pour pouvoir faire peuple. Ouais, il dit ouais, moi j'ai pas l'impression que la jeunesse de France et tout, mais Loïc, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes de traîner dans ton institut Homme Paypal où vous êtes 40, toi, et puis 39 mecs qui t'écoutent et puis qui te font vivre, tu vois. Peut-être que c'est ça la solution. Vraiment, je vous renvoie à la vidéo du camarade rescapé de l'Homme Paypal, l'interview qu'on avait fait Padu, mais c'est vraiment, en fait, il explique que c'est un espèce de Ponzi. Faut acheter les formations, puis acheter la formation suivante qui est 500 balles de plus que la formation précédente. Enfin, vraiment, le truc est organisé pour que Chéniaud puisse faire vivre sa femme et ses gosses, quoi, ce que j'entends. Enfin, tu vois, tout le monde doit pouvoir nourrir ses enfants, mais vraiment, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment un truc. Enfin, moi, je trouve que c'est un fonctionnement qui fait quasiment sectaire. Après, je ne veux pas m'avancer, puis la définition de secte est très compliquée à poser, mais c'est un peu chelou. Voilà, on va dire ça comme ça, un peu chelou. Et le gars vient nous dire gna gna gna, la jeunesse et tout. Mais Loïc, si t'étais dans des vrais orgas politiques communistes, tu verrais qu'aujourd'hui, par rapport à quand moi j'avais 18 ans, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un espace et une envie d'une partie de la jeunesse radicalement à gauche, communiste, qui a une envie d'organisation, qui a une envie de peser politiquement, etc., qui est beaucoup plus forte qu'il y a 20 ans, mais parce que les conditions matérielles ont changé. C'est pas parce que ma génération, on était dans la décadence anthropologique et qu'on passait notre temps à se droguer, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que les conditions matérielles de quelqu'un qui a 18 ans en 2026 ne sont pas les mêmes que celles de quelqu'un qui a 18 ans en 2009, comme c'était mon cas, quoi. Le monde change, l'ambiance change, etc. Et au contraire, en plus, quand tu regardes les structures de vote et tout, aujourd'hui, dans les 18-25 ans, à la dernière présidentielle, l'AFI, qui est, on va dire, une gauche vachement plus radicale que la gauche que moi j'avais quand j'avais 18 ans, tu vois. L'AFI fait plus de 50% des votes chez les 18-24 ans. Enfin, c'est pas vrai, en fait, qu'il n'y a pas d'envie d'organisation et qu'il n'y a pas envie de changement dans la jeunesse. Au contraire, même. Mais du coup, pour ça, il faut sortir un peu de son truc rabougri, quoi. Ouais, et puis je trouve que il faudrait qu'il montre l'exemple, tu vois, s'il veut prendre le maquis et tout, il peut organiser des milices paramilitaires, je sais pas trop quoi, j'ai pas l'impression qu'il le fait, tu vois, c'est un mec, c'est un écrivain, un peu random et tout, c'est toujours un peu bizarre les gars qui te disent oui, les hommes sont plus des hommes, machin, mais en fait qui sont juste là à écrire, c'est bon, tu vois. Prends les armes et va aider nos camarades au Venezuela, hein, Loïc. Enfin, si vraiment tu trouves que les hommes sont plus des hommes, go le faire, quoi. Connaissent au travers de pratiques communes, et les pratiques communes qu'elles peuvent avoir sont des pratiques en réalité individualisées et désynchronisées. Le porno, Netflix, Uber, etc. Qui sont le propre, justement, j'en parle du... Oh là là, la boucle, non mais c'est une boucle. Mais en fait c'est le problème aussi, c'est pour ça que, tu vois, j'étais content de faire cette capsule, mais... En fait, il n'y a rien de nouveau, il dit les mêmes conneries depuis des années. Même, je veux dire, parler de Clouscar, c'est bien, ça fait 15 ans qu'il parle de Clouscar, ce gars ne travaille pas, tu vois. Il n'y a jamais rien d'un peu novateur. C'est même pas un bon penseur de droite, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est même pas un gars où tu te dis, tiens, il est en train de dire quelque chose de nouveau. À la limite, j'ai peut-être plus de respect pour Julien Rochdy, tu vois. Julien Rochdy, il écrit des bouquins, alors ils sont un peu nuls, mais au moins il fait des recherches sur de nouveaux trucs. Il tente des trucs, tu vois. On peut pas lui empêcher ça, tu vois. Lui, il boucle sur des conneries pour essayer de faire 20 000 vues sur des chaînes de droite, quoi. Enfin, c'est nul. L'enfer.
C'est vraiment l'enfer. Mais tu vois, tous ces gens-là qui déplorent la perte de collectif, etc., la perte de commun, que voilà, au moins la tradition, la famille, etc., au moins ça te permet d'être enraciné et de plus être un individu. Et tu as une version vaguement de gauche qui va te dire, ouais, être un individu face, tu vois, il le dit là tout à l'heure, le profit, le capitalisme, les écoles de commerce et tout. Une fois qu'on a dit ça, les gars, concrètement, on fait quoi? C'est On quoi paye les, une c'est formation quoi les, sur l'Institut Mpépal. mais non, mais franchement, concrètement, on fait quoi une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait cette espèce de constat réactionnaire complètement teubé, tu vois? On fait quoi? On oblige les gens à se marier? Non, mais vraie question, tu vois. On inscrit tous les enfants à la messe le dimanche pour qu'ils soient tous au même endroit au même moment? Je ne comprends pas ce qu'on en fait politiquement de ça. Quel est le projet? Donc il a dit, t'as vu qu'il était en train d'écrire un bouquin sur la refonte anthropologique. Alors écoute, moi j'ai hâte de voir ce qu'il a à proposer, tu vois. Est-ce qu'il va nous expliquer comment il va faire advenir un homme nouveau? J'imagine qu'il ne sera jamais question des femmes, hein. Il y a aussi un truc, tu vois, il ne comprend jamais que le commun se crée dans le projet, tu vois. C'est un peu le Bah projet oui. qui crée le commun. Et lui, il se dit, avant il y avait du commun, avant les gens ils allaient à la messe. Oui, mais parce qu'avant les gens y croyaient, c'est pour ça qu'ils allaient à la messe, tu vois. C'est parce qu'il y avait un ordre et tout aussi, avec une espérance et tout. Enfin, le commun, c'est pas juste l'enrôlement pour débiles en disant tu vas aller à cet endroit-là et jouer avec des... Non mais c'est ça sa vision du commun. Oui. Ce serait bien que les gens, le même jour, ils travaillent pas et qu'on les mette au même endroit, qu'au moins ils seraient ensemble. Mais c'est pas ça qui Oui. fait commun. Parce que si t'es à la messe et que t'en as rien à foutre et tout, enfin, je veux dire, c'est cool, mais en fait, tu fais pas plus commun qu'autre chose. Tu peux jouer avec des gens, d'accord, tu peux parler avec des gens, très bien, tu vois. Mais ce qui fait commun, et ce qui a fait commun notamment par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la lutte contre le nazisme, la volonté Bah oui. d'établir un monde nouveau, les jours heureux, le fait de se dire après la guerre on fera ça, tu vois, c'est ça qui a créé une force commune assez puissante, c'est qui a permis de refonder sur de nouvelles bases plus communistes la France, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit après on fera ça ensemble, tu vois. Et c'est pour ça que nous on parle toujours du possible, on parle toujours de projet collectif, du communisme comme un projet possible, en essayant d'expliquer ce que c'est, en essayant de travailler ensemble à faire ça. C'est que tu peux pas juste dire aux gens pour faire du commun faut aller dans des syndicats. Bah, très bien, si tu vas dans un syndicat et que t'as pas de lutte et que t'as pas d'objectif commun, en fait, ben c'est cool, tu vois, mais genre on s'en fout. Ce qu'il faut c'est que t'ailles dans un endroit où toi t'y crois, où t'y crois avec les autres, où vous vous embarquez là-dedans dans un projet, et c'est ça qui va créer la communauté humaine. Et ça, il l'a jamais parce qu'il a une vision en réalité très aristocratique des choses, comme Rushdie notamment, de se dire ah bah comme avant les gens ils étaient ensemble avec la religion, il faut qu'on le fasse croire à la religion. Tu sais, c'est presque de l'ingénierie sociale, de se dire on prend des gens, on prend la religion, on les met ensemble et puis c'est bon, ils sont ensemble, tu vois. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre quelles sont les possibilités matérielles des gens, quelle vision du monde ils peuvent avoir par rapport aux problèmes qui se posent, et créer du collectif à partir d'un projet qui va les embarquer ensemble. Et à chaque fois que je parle de ça, je trouve que Mélenchon est assez fort sur ça. Il arrive à te dire, demain on fera ça, la nouvelle France, machin, et tout, il t'explique ce que c'est, et tout, et t'as envie de le faire, t'as envie de t'embarquer dans le truc. Des fois, les analyses sont peut-être pas marxistes, les analyses sont peut-être pas parfaites, mais au moins c'est mieux que de réciter, ah ben non, mais on sait pas ce que ce sera le futur, ah ben non, mais déjà, on peut pas gagner parce que les gens sont plus de gauche, donc on va résister à l'extrême droite, tu vois, tous les trucs de noisettes, ça nous embarque jamais dans un commun et ça ne permet pas de créer un collectif fort qui transformera les choses, quoi. Carrément. Et pour terminer, je vous conseille, si vous le voulez, d'aller sur la chaîne On ne veut plus. On a sorti là récemment une rediffusion de la conférence sur la santé qu'on avait faite à Chambéry. Alors, il y a 2 personnes qui parlent. Il y a Lou Girard de l'OST, l'organisation Solidarité Trans. Et puis il y a moi. Et on parle justement des perspectives progressistes en santé. On parle de où on en est actuellement et surtout quelles perspectives on pourrait penser, de nouvelles organisations du soin, de manière de penser le soin qui part des besoins, de repenser notre rapport à l'industrie pharmaceutique, les rapports de pouvoir au sein de la médecine. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, ouais, mais on fait comment? Et on dit, il faut s'organiser, il faut rentrer dans des orgas. Mais pas, il faut d'abord rentrer dans des orgas, puis ensuite on discute de ce qu'on a envie de faire. On discute de tout ce qu'on a envie de faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on se dit ok, c'est ça qu'on a envie de faire, comment on fait? Et ben là, on se réunit, on s'organise et on lutte. Donc vraiment, allez voir cette conf, je pense qu'elle est intéressante. Et grand merci aux camarades de Chambéry qui nous ont invités. C'était en décembre dernier. Vous pouvez également, si vous voulez soutenir tous les projets de l'asso, nous soutenir sur le Tipeee que vous trouverez juste ici ou en barre de description. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue, vous pouvez aller voir les autres chaînes de La Brèche. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut! Salut!